au total, je comptabilise en investissement de ma poche 25 000. 25 000, Ouais, ok. 25 000 euros sur tous mes portefeuilles confondus. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, en termes de valorisation, tes portefeuilles, on Là, peut les valoriser à combien? actuellement, on est déjà à 85 000. Drizzy bounce the twin. Bonjour à tous et bienvenue sur Agency Partner TV, APTV, APTV, c'est comme vous voulez, tant que vous l'écrivez comme ça. Chaque mois, nous vous invitons à découvrir un chef avec un grand C, qui soit entrepreneur, investisseur, personnalité publique. Découvrons ensemble son parcours et son évolution. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Bruno Cachada. Bonjour à tous, bonjour Jelly, c'est un plaisir d'être là, Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. c'est normal. On va décortiquer ensemble ton évolution, ton parcours, très important. Et tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et let's go. Avec plaisir, avec plaisir. Tu veux que je commence par quoi alors? On commence un peu par ton parcours, hein, l'évolution vraiment de ta vie. Qui es-tu? Présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bah écoutez, moi c'est Bruno Cachada. Je parle même de mon enfance pour que tout le monde comprenne. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Allez. Écoute, moi je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Ok. Il faut savoir que donc je viens du Portugal. Ma mère s'est enfuie, on va dire, du Portugal, direction la France pour échapper aux griffes de mon père qui malheureusement n'était pas très, très stable. D'accord. Donc on va dire sans vouloir faire le Calimero que mon enfance elle n'a pas été rose. Une maman qui parle pas français, qui arrive à l'âge de 35 ans en France. On a eu la chance de pouvoir malgré tout habiter dans un département, on va dire, assez sympa, qui est le 92. D'accord. On a réussi, ma mère a obtenu un HLM à Issy-les-Moulineaux, donc première couronne parisienne. Et puis voilà, concernant ce département, il est, je trouve, brutal. Brutal parce que tu es justement confronté à des personnes qui ont beaucoup de sous et tu as aussi d'autres personnes qui n'en ont pas. Et mentalement, c'était, on va dire, assez compliqué. Dès cet âge-là, j'ai commencé à vraiment déjà ressentir, on va dire, tu vois, cette différence. Ok. Voilà pour, on va dire, les débuts. Donc ici les Moulineaux et puis très vite ma mère a réussi à me scolariser. Au début on va dire que forcément c'était un petit peu compliqué, j'avais pas la langue, c'était pas ma langue maternelle et petit à petit à cet âge-là ça va. À cet âge-là on a Ok. la possibilité, on apprend assez rapidement et puis voilà. Donc ça on va dire que c'était pour la partie vraiment jeunesse Ouais. lorsque je suis arrivé. Ok. Comment ça se passe du coup à ton arrivée? Comme tu as dit, ta mère a pu te scolariser. Ça veut dire que quand tu rentres en quoi? T'es en grande section, 5 ans, c'est ça? Je suis rentré en CP. Je suis Tu rentré rentres en directement en CP, ouais. CP? Je suis rentré en CP. Je suis né Ok. en fin d'année, donc j'ai eu la possibilité de rentrer, on va dire, un peu plus tôt. Parce qu'en Ok. règle générale, ouais, c'est ça, c'est plus 6 ans. C'est ça. Mais là, à 5 ans, j'ai pu intégrer une classe de CP, ouais. Ok. Et ça se passe comment du coup à ce moment-là par rapport justement à la langue? Parce que c'est quand même une grosse barrière quand on est petit. Est-ce que tu le ressens? Comment ça se passe? Après, je vais pas te mentir, j'ai pas non plus des souvenirs voilà, très précis. Je sais que j'ai eu du mal à m'intégrer, c'est normal. Mhm. Les enfants, en plus, à cet âge-là, tu sais, on est un peu méchant. Mhm. Donc, j'étais le vilain petit canard Ok. de la classe. Mais à cet âge-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on apprend vite. Mhm. Et tu sais, quand t'as pas le choix, Oui. tu es au milieu de 20 élèves qui se foutent de toi, entre guillemets, tu apprends vite. Mhm. Donc, la langue, je l'ai eu assez rapidement, ouais. Ok. Ça n'a pas été trop une barrière, en tout cas pas longtemps. Ok. Pas longtemps, ouais. Ok. Ok. Pas Ok. longtemps. Comment ça se passe après du coup? Donc tu passes tes classes de primaire. Voilà, Comment c'est ça se ça. passe? Niveau primaire, bah, au début, on va dire la première année, c'était un petit peu compliqué parce que bah, forcément, c'était un chamboulement pour moi. On quitte un pays, on arrive dans un autre, etc. Donc voilà, j'ai eu la chance que mes professeurs, on va dire à cet âge-là, soient conscients de ce qui Mhm. m'arrive. Donc malgré le fait que j'étais un petit peu perturbé, agité, etc., on m'a toujours facilité. Mhm. Donc la primaire s'est très bien passée. Et puis ensuite, j'ai suivi un cursus scolaire, on va dire, assez lambda, hein, assez basique. Ouais. Ouais, collège, lycée, Ok. voilà. Quelle étude tu fais du coup après
On va mettre directement après le collège, parce qu'après le collège, il y a déjà les premiers choix de savoir si on part en bac professionnel, C'est en bac ça. général. Alors, j'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai fait un bac qu'on appelle, je sais même pas si aujourd'hui ça existe encore, j'ai fait un bac technologique. Ok, J'ai fait un bac technologique qu'on appelle STI, c'était un bac STI, oui, c'était sciences techniques de l'industrie. ok, Et je me suis dirigé vers ça. Je ok, me suis dirigé vers ça. Après le bac, donc j'ai réussi à l'obtenir, mais finalement, je suis pas du tout resté dans ça. ok, Voilà, ok. je suis pas du tout Du resté coup, dans ça. bac STI, c'est pour préparer quel métier? C'est tout ce qui est bah, voilà, sciences techniques de l'industrie, c'est-à-dire que c'était très axé physique, très axé ouais, programme. Voilà, Ok, je faisais du code, code ok, C, etc. ok, C'est quelque chose qui me passionnait à l'époque, ouais, mais je suis très vite passé à autre chose. ok. C'était quoi le déclic? Pourquoi tu as décidé de changer c'est ce qu'on te propose après le bac qui te C'est convient ça, pas? exactement. En Ouais. fait, c'est que je me suis rendu compte quand même de la difficulté de la chose et Mhm. je me suis dit, si c'est ça, là, on Ouais. parle du bac, je me dis, ça Qu'est-ce va que être ça va être quoi, ça après? va être quoi après? Et puis, j'avais, on va dire, d'autres facultés, d'autres facilités qui m'ont fait prendre d'autres choix qui m'ont fait prendre d'autres choix, ouais, par la suite. Ok. Donc, quel poste bac tu fais Alors, du coup? après le bac, je suis parti dans le commerce. Ok. Voilà. Très clairement, toutes les personnes qui m'entouraient, j'arrêtais pas de leur demander parce que moi, j'avais aucune idée après ça de ce que je voulais faire. Mhm. Donc, je prenais un petit peu la température auprès de mes proches Ok. et ils me disaient tous que tu as cette facilité de conversation commercialement Mhm. parlant. Je suis sûr que tu serais bon là-dedans. Mhm. Donc, voilà, axe-toi dans le commerce et puis ça va le faire. Et la vente à proprement parler, c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, doit être maîtrisé par tous. Même si tu n'es pas trop dans le secteur de la vente, ça va te servir toute ta vie. Mhm. Avoir la possibilité de négocier, être bon vendeur, c'est important. Et effectivement, j'ai été toujours très facilement à l'aise Ok. avec n'importe qui. Ok. Et j'avais la possibilité voilà, de converser avec tout type de personnes. Donc, je me suis orienté vers un BTS technico-commercial. Ok. Donc toujours, on va dire un peu dans le technique, donc, Oui. mais avec cet axe, voilà, on va Du dire commerce. commerce, ouais, du Ouais. commerce. Ok. Donc ça, on est en quelle année là quand tu Voilà, en obtiens ton quelle bac et année tu... mon bac, te dire les âges, ça, je fais pas le vieux, mais ça remonte déjà un petit peu. Euh, je sais que mon bac, j'ai jamais redoublé, Oui. donc Et je t'es dans sais quelle pas, année? en 94, 94. ouais. Ok, donc normalement, tu as ton bac en 2012. Bon, on va dire, normalement, c'est à quoi? À 19 ans, 18 ans, même pas, à T'as ton 18 bac, ans, t'as ton bac, ouais, c'est ça. ton année des 18 ans, ouais. Exactement, ouais. Donc je pense qu'à voilà, 18 ans, j'ai eu mon bac, à 20 ans, j'ai eu mon BTS. Ok, Euh, et ensuite, j'ai tenté la licence, mais je suis pas allé au bout. Je ok, suis pas allé au bout de la licence technico-commerciale. Donc voilà, c'est là ok, que s'arrête mon cursus scolaire, ok, BTS technico-commercial. ok. Et t'es pas allé au bout par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a fait que Ouais, tu poursuives pas? je vais être honnête, très honnêtement, de toute façon, tout ce qui était scolarité, je l'ai vraiment fait pour faire plaisir à ma maman. Ok, C'est-à-dire que, voilà, j'étais pas quelqu'un d'engagé. oui. Vraiment, j'avais ces facilités-là. Je vivais, on va dire, un petit peu sur mes acquis sans trop en faire. Mhm, J'arrivais à avoir de bonnes notes. mhm, Et puis, je voulais voilà, la rendre fière. Elle s'est tuée ouais. pour qu'on voilà, je puisse avoir la chance de poursuivre Mhm, mes études. Donc, je l'ai fait pour elle. Après, à partir du moment où voilà, j'ai eu mon bac plus 2, je oui, me suis dit, bon, le taf est fait. voilà. J'ai fait le taf pour ma maman en tout cas. Et puis maintenant, on va penser à nous, quoi. Ok. On va penser à nous. Donc à ce moment-là, tu prends cette décision du coup de ne pas terminer ta licence et de C'est rentrer ça. directement dans la vie active, c'est ça? C'est ça. Alors, faut savoir que mon BTS, j'avais déjà, on va dire, un pied dans la vie active parce que je l'ai fait en En alternance. alternance, ok. Voilà. Impossible pour ma mère de financer voilà, des études sup. Mhm, Il faut savoir que l'école que moi j'ai faite,
coûtait 10 000 euros à l'année. Ok. C'était inconcevable pour ma Ouais. mère de pouvoir débourser une telle somme. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que de me diriger vers de l'alternance. Ok. Étant bah, voilà, chez ma mère, j'ai pu mettre pas mal de côté. Mhm. Et pour répondre à ta question, à la fin de mon BTS, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une année sabbatique Ok. et j'ai voyagé. Ok. J'ai voyagé, voilà, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Quel pays t'as fait du coup? Alors, mon pays natal, je suis reparti un petit Ouais. peu au Portugal. Ok. J'ai fait à ce moment-là, je suis pas parti très loin à ce moment-là, hein, j'avais pas non plus des économies Oui. de dingue, mais j'ai pu faire Ouais. l'Italie, j'ai pu faire l'Espagne Ok. et le Portugal. Je suis Ok. resté en Europe. Ok. Voilà, je suis Nickel. resté en Europe. Ok. Ça t'a apporté beaucoup de Ouais, choses? j'ai vu bah, des personnes de mon âge avec une autre mentalité Mhm. que la mentalité parisienne, la seule que je connaissais Mhm. finalement jusqu'à présent. Et effectivement, je pense que ça a déclenché quelque chose en moi, le fait de sociabiliser avec d'autres personnes. Alors, ça reste en Europe, mais c'est quand même une culture Bien différente. sûr. Bien Donc, sûr. ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait Ok. du bien. Ok. Du coup, tu décides après de rentrer, donc à la fin de ton année sabbatique. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors, lorsque je rentre, j'ai Romain, que je salue d'ailleurs s'il me regarde, qui m'a proposé d'intégrer son agence immobilière. Ok. Voilà, donc il savait que commercialement parlant, j'étais bon, que j'étais à l'aise, voilà, avec le relationnel, etc. Il dirigeait, lui, une agence immobilière et puis il m'a demandé de tenter l'aventure. Ouais. Donc c'est là, on va dire, où je mets le premier pied Mhm. dans l'entrepreneuriat parce que malgré le fait que je bossais pour une agence, je l'ai fait à mon compte. C'est-à-dire D'accord. que j'ai ouvert mon statut d'agent commercial Mhm. et puis je me suis lancé en immobilier. Ok. Donc ça s'est très bien passé. Ok. J'ai bossé plus de 4 ans. D'accord. Plus de 4 ans Ok. pour l'agence immobilière. Je ne sais pas si on peut la citer. Oui, après, bon, ben, Bon, on voilà, leur demandera bien sûr, on leur demandera. c'est Donc, ça. Donc c'est Guy Hockey. ok. Voilà, c'était la franchise Guy Hockey. Et puis j'ai eu la chance de le faire dans le 92 et à Ok. Issy-les-Moulineaux. Donc l'agence D'accord. était Donc, à t'étais Issy-les-Moulineaux également. top. Prix au mètre carré, bah voilà, sympa. Mhm. Donc De j'ai belles commissions. voilà, de belles commissions. J'ai, sans prétention, été assez bon. Voilà, Mhm. pendant 4 ans. J'ai été même premier négociateur Guy Hockey Mhm. 1 mois ou 2 mois dans l'année. Tu sais, on a tout le temps Oui. les résultats à chaque mois concernant les transactions qui ont été effectuées. Mhm. Et voilà, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et l'investissement aussi. Ouais. Voilà, j'ai mis un premier pied dedans grâce à l'immobilier, ouais. Ok. Grâce à l'immobilier. Grâce à ton statut du coup d'agent immobilier. Exactement, ouais. Là, Agent on tourne à peu près à combien en termes de salaire en moyenne En, m- sur tes 4 années en moyenne, on va dire que je tournais aux alentours des 5-6 000 euros déjà. Ok. Ouais, Ok. 5-6 000 euros. C'était énorme hein, pour Oui. l'époque, franchement. Enfin, pour l'époque, Même ça pour remonte pas il y a aujourd'hui. voilà, c'est même pour aujourd'hui. Bien sûr. Mais je le voyais parce que bah, mes amis, j'étais la personne effectivement qui gagnait le plus Mhm. à ce moment-là. Mhm. C'est vrai que les métiers comme ça, à commission, donc tu n'as pas de fixe par Oui. contre, hein, tu as vraiment zéro fixe, Oui. mais tu as la possibilité, lorsque tu es bon, vraiment d'aller chercher des revenus Mhm. que tu peux difficilement avoir, en tout cas à cet âge-là, Ouais. grâce à l'immobilier, ouais, grâce à l'immobilier. Ok, top. Et du coup, à ce moment-là, tu es toujours à Issy-les-Moulineaux, c'est ça? J'habite toujours à Issy-les-Moulineaux, toujours en HLM chez ma maman. Ok. Ça a duré jusqu'à que je décide de quitter Issy-les-Moulineaux. Ça a Ok. duré jusqu'à mes 24 ans, quelque chose comme ça. Ok. Là, chez ta mère, vous êtes du coup, il y a ta maman Et moi, et toi. ouais, Tu es fils unique du coup. fils unique, ouais. Alors, j'ai des demi-sœurs, Ok. demi-sœurs et demi-frères, Oui. mais qui sont eux restés au Au Portugal. Portugal. Ouais, Ok. qui sont restés au Portugal. Ok. Donc là, tu termines donc ta dernière année chez Guy Hockey. C'est Qu'est-ce ça. que tu fais du coup ensuite? Alors, lorsque j'arrête Guy Hockey pour une raison particulière, c'est que je rencontre ma femme D'accord. et puis elle tombe enceinte. Ok. Voilà, elle tombe enceinte. Il faut savoir que ma femme, elle n'est pas du tout de la région parisienne. Mhm. Elle habite la Haute-Savoie, Ok. donc frontière suisse. Ok. Au début, on entretenait une relation, on va dire, à distance, Mhm. mais à partir du moment où voilà, elle est tombée enceinte, il fallait prendre Une une décision. décision. La question s'est posée de savoir est-ce que
je reste sur la région parisienne ou est-ce que je rejoins madame en Haute-Savoie. Au début, mon avis était tranché, c'est on reste à Issy-les-Moulineaux. Oui. Moi, aujourd'hui, je me bats depuis 4 ans, j'ai enfin une situation, je peux aider ma mère, je suis bien. Donc, pourquoi partir? Ça fait 4 ans, les agents immobiliers le savent, tu te crées un carnet d'adresses, Bien sûr. tu commences à avoir une renommée, les gens, sans même prospecter, pensent à toi pour vendre leurs biens, etc. Donc, pour moi, c'était totalement inconscient de quitter tout ça. Covid. Ok. Covid arrive, plus aucune transaction. Plus aucune transaction, plus aucune vente, je suis à la maison, je suis enfermé, je fais plus rien. Bah écoute, je décide de partir en Haute-Savoie, quitte à être enfermé, Oui. autant que je le sois avec ma femme. Donc je pars la rejoindre. Et puis ça a duré longtemps, je me rappelle plus, mais le premier Covid, Ouais, le premier Covid, il commence dans le premier confinement en mars 2020. ouais, On est confiné presque 3 mois, hein, c'est ça, jusqu'à c'est ça. juin 2020. Donc pendant le Covid, moi vraiment c'est arrêt d'activité complet. Ok. Évidemment, hein, je suis obligé de me déplacer chez les gens, etc., etc. Donc c'était pas possible. Donc je vais chez ma femme, enfin chez ses parents à cette époque-là. Ok. On habitait chez ses parents encore. Et puis je commence à regarder un petit peu les annonces. Oui. Pour voir voilà, en Haute-Savoie ce qu'ils proposaient. Et très vite, je me rends compte que là-bas, la plupart des personnes travaillent en Suisse. On est à 30 minutes de la Suisse. Ok. Et puis, je vois que pour n'importe quel poste, mais n'importe quel poste, base de salaire minimum, on est à 4000, 4005. Je dis, ok, bon, bah déjà, niveau salaire, c'est autre chose. Et puis, il y avait des superbes opportunités. Je voyais des salaires, ils me faisaient mal à la tête. Oui. Voilà, 150 000, 200 000 à l'année, c'est énorme. Et j'ai postulé. J'ai postulé, mais sans grande conviction. Ok. J'ai vu à ce moment-là plusieurs agences immobilières. Donc moi, vu que je viens de l'immobilier, à la base, j'ai postulé dans l'immobilier. Donc je passe des entretiens en Suisse, je vois 3 agences, les 3 agences elles sont ok pour me prendre, au même temps là-bas ils prennent pas trop de risques, comme en France, tu es payé à la commission. Bien sûr. Donc voilà, de toute façon tu as peu souvent des refus, à part si vraiment tu foires ton entretien, mais sinon tu es sûr d'être pris. Le problème, si on peut appeler ça un problème, en tout cas moi ça me convenait pas, c'est qu'en Suisse il y a très peu de transactions. Il faut le savoir, tu as très peu de transactions, c'est plus de la location. Et moi tout ce qui est gestion location ça m'a jamais attiré. Me faire appeler pour un robinet qui fuit ou etc. Voilà, c'était pas trop mon truc. Moi j'étais vraiment voilà, vente et trouver les biens pour mes clients, c'est vraiment ce qui me passionnait moi. Et je parle avec les agents immobiliers justement qui font partie de ces agences et ils me disent ouais, nous on fait à peu près 2-3 transactions par an. Et je lui dis mais le reste du temps tu fais quoi? Le reste du temps qu'est-ce que tu fais? Il me dit bah je prospecte. Donc je lui dis grosso modo tu as 11 mois on va dire de prospection pour 1 mois entre guillemets boulot, de taf où tu vends. Il me dit ouais mais quand tu vends tu vends. Ils me disent, tu vends, en fait, ta commission, allez, tu touches 1 ou 2 commissions, c'est ton chiffre annuel. C'est ton chiffre annuel. Parce qu'on Il peut faut le dire. savoir qu'en Suisse, en tout cas là où moi je postulais, c'est sur le canton de Genève. Et très honnêtement, en dessous d'1 million, tu n'as pas de bien. Tu n'as pas de bien immobilier en dessous d'1 million. Donc 1 million, tu as une agence qui peut aller à 150 000, facile. Donc sur 150 000, toi tu touches ta commission, tu peux partir, voilà, si tu as rentré l'appartement, toi en exclusivité, que tu le revends, etc., bah, tu peux partir avec les 100 000. Donc effectivement, une transaction, tu as fait ton chiffre annuel. J'aurais pu choisir ça. Je voyais ça même trop facile en fait. C'était facile et puis je me suis dit, c'est pas fait pour toi parce qu'il faut que tu sois en mouvement. Je me suis dit 1, 2, 3 transactions par an, c'est pas pour toi Bruno. Moi, il faut que à Issy-les-Moulineaux, c'était 2 transactions par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, j'étais toujours à gauche, à droite, estimation par-ci, estimation par-là et je me suis dit OK, ça va pas me convenir. Ça va pas me convenir. Donc j'ai pas donné suite. J'ai pas donné suite à ces agences immobilières là et je tombe sur une autre annonce, c'est l'annonce qui va, on peut le dire, changer toute ma vie drastiquement. C'est un cabinet de conseil financier et
je l'ai lu sans grande conviction, encore une fois, parce que je me suis dit, écoute Bruno, tu viens pas du monde de la finance, pourquoi ils vont être intéressés par ton profil. Je lis quand même l'annonce par curiosité, surtout pour voir le salaire qui est proposé pour un poste comme celui-là, parce que je me suis dit, pour des tafs lambda, on est sur du 4005, un conseiller financier en Suisse, on est sur quelle base Oui. de salaire? Et puis en lisant l'annonce, je vois qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, où ils disent aucune expérience requise. Ok. Aucune expérience requise. Conseiller financier en Suisse, pas d'expérience requise. Je me dis. Et après, ils expliquent qu'ils sont prêts, eux, si ton profil leur convient, de te former en interne. Ouais. Voilà, ils te forment en interne. Et même, ils préfèrent ça, c'est ce qu'ils expliquent, parce qu'ils peuvent te façonner, on va dire. Ils peuvent te modeler à leur façon. Voilà, à l'image du cabinet de conseil. Je postule. Et puis, je suis contacté. Je suis contacté par ce cabinet. Je vais à l'entretien. Je suis surpris de tomber sur un Français. En fait, ce cabinet-là était dirigé par 3 Français. Ok. C'est 3 Français qui sont venus en Suisse et qui ont monté leur cabinet de conseil. Et puis, je me suis super bien entendu avec l'un d'entre eux, celui qui m'a reçu en entretien. Et puis, il m'a dit, voilà, nous, on cherche quelqu'un qui est bon commercialement pour ensuite pouvoir le former à la technique, à la finance, pour qu'à la base, eux, c'était vraiment axé vente de produits financiers. D'accord. Donc, c'était, voilà, j'ai compris pourquoi finalement, ils étaient prêts à prendre des personnes qui venaient du commerce pour ensuite être formés à la finance pour pouvoir vendre ensuite leurs produits financiers. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. C'est comme ça que j'ai démarré en Suisse. Pareil, je prends le risque encore de ne pas avoir de fixe. Ça, c'est très important aussi parce que finalement, avec du recul, je me dis que j'ai toujours été entrepreneur. J'ai jamais eu de fixe, j'ai jamais eu de sécurité. C'est un petit peu voilà, la définition d'un entrepreneur finalement. C'est tu es livré à toi-même. Tu vas faire toi-même tes propres revenus. Il n'y a personne qui va te payer à la fin du mois si toi-même tu n'as pas fait le nécessaire. Le boulot, ouais. Exactement, exactement. Donc, je suis formé pendant 3 mois, mais c'est 3 mois intenses. Ok. Forcément, je viens pas du monde de la finance. Alors, même si eux, leur but était vraiment que je vende des produits financiers, ils m'ont quand même formé sur tous les axes, on va dire, qui touchent la finance, que ce soit les investissements, la fiscalité. J'ai dû apprendre la fiscalité suisse, la fiscalité française, la fiscalité frontalière, parce que eux, leurs clients venaient de France et venaient également de Suisse. J'ai été formé à la gestion de fortune. Enfin voilà, j'ai vraiment touché à tout. Donc c'était 3 mois très, très, très intensifs. Je rentrais, c'était la première fois que je reprenais les devoirs. Je rentrais, tu me trouvais à minuit, ma femme, voilà, elle pourra en témoigner. J'ai vraiment, pendant ces 3 mois, bossé de manière vraiment acharnée. Et puis, ça a payé. Ça a payé. J'ai passé 3 ans au sein de ce cabinet. Ok. Donc, c'est mes 3 premières années, on va dire, en Suisse. Et donc, vous l'aurez compris, on a quitté la région parisienne, évidemment, pour rebondir sur ce qu'on disait. Cette opportunité a fait que je me suis dit, OK, pourquoi pas, on tente. Et puis, bon, on l'a pas dit, mais sur Paris, j'avais cette fâcheuse tendance à sortir beaucoup. Voilà, j'avais pas mal d'amis, j'étais quelqu'un de très très festif et forcément, même si je gagnais bien ma vie en agence immobilière, l'argent il rentrait mais il sortait. Okay. J'avais pas un de côté, j'aidais juste ma maman pour le loyer, mais tout le reste c'était clairement de l'argent de poche. Voilà, c'était de l'argent de poche. Donc tout ça a fait que je me suis dit, bon, tu vas bientôt être papa. Quand tu seras en Haute-Savoie, tu auras moins de distractions. Il n'y a pas tes amis qui vont t'appeler tous les jours pour te proposer des sorties, etc. Et puis, oublie pas que tu as la Suisse à côté qui peut être voilà, une vraie opportunité pour toi niveau carrière. Ok. J'ai une question moi, par rapport à ça. Du coup, là, par rapport à ce que tu as dit, le fait d'être loin de tes amis, peut-être loin de la famille, te permet de mieux épargner, d'être plus carré dans ta gestion financière plutôt? Complètement. Très honnêtement, j'ai jamais mis autant de côté de ma vie depuis que je suis parti.
Faut savoir que gagner 3, 4, 5 000 euros, c'est bien, mais si derrière tu sors tous les week-ends, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien à la Mhm, fin. C'est vrai que les agents immobiliers, en plus, voilà, on bosse quand même beaucoup. En tout cas, pour ma part, je bossais du lundi au samedi mhm. de 9h à 20h. Ok. Voilà, lundi, samedi, 9h, 20h. Après, je vais pas te mentir, c'est pas 9h, 20h où tu es là en train de travailler, Mhm, mais ensuite, voilà, ça prend un verre, 2 verres le soir, ça se mhm, détend, ça mhm, sort. On sortait le jeudi, on sortait le vendredi, on sortait le samedi. Le mhm. matin, tu devais te réveiller. J'avais une hygiène de vie qui me permettait pas d'être stable, D'être stable, ni ouais. mentalement, ni financièrement, pour Ok. répondre à ta question. Mhm. Donc, bien sûr que le fait de partir m'a permis d'épargner et de commencer à investir. Ok. Ok. Donc là, on revient du coup au moment où tu quittes ton premier cabinet. Je dis premier cabinet parce qu'ensuite, tu en rejoins un second C'est ça, là où, où on se où rencontre on du se coup, ouais. rencontre C'est ça? exactement. Comment ça s'est passé? Donc, on me parle d'un autre cabinet. Euh, Dans le premier cabinet pour lequel je travaille, ça se passait très bien, mais il y avait quelques conflits, on va dire, en interne qui malheureusement impactaient mon travail. Je ne vais pas Mhm, rentrer dans les détails, mais mhm, voilà, une entreprise, ça vit, ça bouge. mhm, Donc, il y a eu des petits soucis en interne qui ont fait que j'ai commencé à regarder un petit peu à l'extérieur ce qui se passait. Et j'ai rencontré du coup le boss du deuxième cabinet pour lequel j'ai ensuite travaillé. Donc il me donne rendez-vous dans un hôtel super prestigieux en Suisse. Je passe mon entretien du coup avec lui là-bas. Et puis voilà, je lui explique la situation. Je lui dis que moi j'ai pas envie de forcément faire faux bond à mon ancien patron, mais qu'il y a des choses qui me plaisent pas, que je suis ouvert à la discussion et que voilà, je voulais savoir ce que lui aujourd'hui il était en capacité de me proposer. Et clairement, il m'a fait une proposition qu'on peut pas qu'on peut refuser. pas Qu'on peut refuser, pas ouais. refuser. Faut savoir que dans l'autre cabinet, j'étais conseiller financier, on va dire lambda. Mhm, Donc, pas de voiture de fonction, j'avais pas d'équipe et j'avais pas de salaire fixe. Voilà. Donc, c'était purement de la commission. Attention, j'ai quand même gagné très bien mhm, ma vie durant ces 3 années-là. Mais là, on passe vraiment un autre step. mhm. On passe un autre step. On me propose du coup d'intégrer ce cabinet-là en tant que directeur déjà, donc j'ai le poste de directeur consultant financier. On me propose un fixe en plus de mes commissions. Ok. En règle générale, lorsqu'on te propose un fixe, ils ont tendance à baisser le taux de commission. Là, le taux de commission était même plus important que ce que j'avais dans l'ancien cabinet. Ok. Donc fixe, taux de commission encore plus intéressant, voiture de fonction, poste de directeur et des équipes. On peut vraiment pas dire non. On peut pas dire non. Donc, j'ai sauté le pas et puis là, ça fait 2 ans, ouais, ça fait Ouais. 2 ans maintenant que je bosse pour ce cabinet. Mhm. Là, je bosse plus de la même façon pour ce Oui. cabinet, mais Tu vas nous l'expliquer. on Tu collabore vas nous toujours. l'expliquer. Ouais, Donc, ça fait 2 ans, du coup, depuis 2022, début 2022, hein, si je dis pas de ouais. bêtises, Exactement, ouais. que tu es là-bas. Ouais, Une tournure, du coup, tu étais auparavant, du coup, directeur et tu étais à 100% pour ce cabinet-là. c'est ça, Et depuis peu, maintenant, tu as lancé quelque chose à côté. c'est ça. Donc, explique-nous un petit peu Alors, déjà comment s'est passé, on va dire, ta première année et demie au sein de ce cabinet-là. Et ensuite, le tournant et ce que tu fais, du coup, aujourd'hui. yes. Alors, dans ce cabinet-là, j'étais donc toujours conseiller financier, mais je donnais des formations. Je donnais des formations du coup aux autres collaborateurs. J'étais l'un des seuls avec un autre conseiller à maîtriser, on va dire, parfaitement la fiscalité Mhm, suisse. C'est vrai que le cabinet que j'ai intégré, pour lequel là je travaille, on va dire, je collabore encore avec, ils sont plus axés gestion de fortune et assurance vie, produits financiers, mhm, mais ils ne touchaient pas du tout aux déclarations d'impôts. mhm, Moi, aujourd'hui, en tant que conseiller financier, mon but étant de te faire gagner de l'argent, mais également de t'en faire économiser en optimisant tes impôts. mhm, Donc, c'est important pour moi
de partager ça avec les autres collaborateurs. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de concurrence en Suisse. Oui. Il y a pas mal de cabinets et c'est comme ça qu'on peut faire la différence Mhm. en maîtrisant et fiscalité et finance. Et Donc finance. moi, c'est ce que j'ai apporté en fait à ce cabinet-là. C'était le deal aussi, hein, un petit peu avec, Mhm. avec le boss. Je lui ai dit que moi, c'est ce que je vais pouvoir apporter. Donc voilà, je m'étais vraiment focus, on va dire, formation Mhm. dans un premier temps, tout en faisant mes propres rendez-vous. Et puis, non, ça s'est super bien passé. J'ai enregistré la meilleure année de ma carrière en 2023. Oui. Donc 2023, ce fut une année mais historique pour moi. Et 2024, là, bah, on est en train de la terminer. Elle s'est passée tout aussi bien, mais avec voilà, un tournant. Euh, J'en parle là? Tu peux en parler. Ok, donc moi j'ai pris la décision de monter ma propre structure, on va dire, mon Ok. propre cabinet, si on peut dire ça, Mhm. qui s'appelle donc la Kashada Academy. Ok. Donc Kashada, c'est mon nom de famille, Academy, c'est pour voilà, tout ce qui est école, forcément, parce Mhm. que le but étant d'apprendre D'apprendre. aux personnes à optimiser leur fiscalité et leur apprendre également à investir et à faire fructifier leur argent. Ok. Voilà, donc je me suis lancé au mois de septembre, hein, donc c'est vraiment tout récent. Pour l'instant, on envoie du contenu sur Instagram Mhm. et je suis en train en parallèle de monter une formation. Ok. Une formation. Très clairement, moi, ce que je vise, c'est digitaliser mon travail. Mhm. Voilà, j'ai envie de pouvoir digitaliser mon travail, toujours pour la même chose, hein, moi, c'est focus liberté. Et la Mhm. liberté, pour moi, ça se résume à pouvoir travailler d'où je veux, Mhm. quand je veux. Ok. Donc, le fait de me digitaliser aujourd'hui va me permettre d'avoir encore plus de liberté que j'en ai actuellement. Ok. Ok. Et du coup, comment te vient cette idée de monter ton propre cabinet, sachant que tu fais une superbe année 2023 au sein de ce cabinet-là. Donc, Alors, quelle plus-value, en fait, tu te dis de si je monte mon cabinet, je gagnerai plus? Ou est-ce que c'est même rien à voir avec le fait de gagner plus, le fait d'être... très honnêtement, là, je cherche même pas. Je réfléchis pas à l'argent. Je Ok. réfléchis pas à l'argent parce que je pense que n'importe quel entrepreneur te le dira, les 2, 3, même premières années, tu fais pas d'argent. Tu fais pas d'argent ou si t'en fais, t'es pas forcément. Voilà, à part quelques exceptions, Mhm. mais c'est c'est compliqué. Donc, non, là, c'est juste que au sein de ce cabinet, on propose des choses, mais je suis restreint. Mhm. C'est-à-dire que forcément, quand tu travailles pour un cabinet, tu dois commercialiser les produits de ce cabinet. Mhm. Aujourd'hui, moi-même, j'ai investi sur des choses qui sont externes à ce que le cabinet propose, Mhm. des choses qui sont super intéressantes, super rentables, et j'avais pas la possibilité de mettre ça en avant, ou en tout cas, ça me faisait rien gagner. C'est-à-dire Mhm. que je pouvais en parler en clientèle, mais finalement, j'ai incité la personne à le faire par lui-même. Oui. Donc, c'est de là où ça m'est venu. Je me suis dit, je pense que j'ai la possibilité d'aider encore plus les gens. Mhm. Moi, c'est ça aujourd'hui vraiment qui m'anime. Pouvoir aider les gens, évidemment, en règle générale, bah, tu as un retour Mhm. si tu travailles de manière éthique et si tu fais le travail correctement. Donc, c'est ça qui m'a poussé à lancer, on va dire, mon propre cabinet. Mhm. C'est pouvoir finalement proposer d'autres choses que ce que le cabinet propose actuellement. Ok. Voilà. Mais on peut combiner les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est fiscalité, etc., je le fais via le cabinet. Et pour d'autres types d'investissements, peut-être on abordera ça plus tard, je le fais via la Kashada Academy. Ouais. Ok. Ok. Aujourd'hui, la Kashada Academy, quelle est sa vision? La Kashada Academy, sa vision, c'est vraiment de permettre à n'importe quel débutant de mettre les pieds dans l'investissement. Ok. Je suis focus bourse et crypto. Voilà, je mets vraiment l'accent sur ces deux axes, bourse et crypto. Maintenant, j'aborde également d'autres thématiques plus voilà, dans l'investissement au sens large. Mhm. Voilà, moi j'investis à titre personnel sur d'autres choses. Je maîtrise du coup pas mal de produits. Donc mon but étant de pouvoir vraiment partager ça avec un maximum de monde
et réussir à démystifier un peu tout ça. Mhm. Parce que malheureusement, en France, je trouve qu'on a été très mal éduqués financièrement Mhm. et il y a énormément de lacunes. Il y Ouais. a vraiment énormément de lacunes et je pense que via les réseaux aujourd'hui, c'est la façon la plus simple de partager ça à un maximum de Mhm. monde. Et voilà pourquoi je me suis lancé Sur la sur Cachada la Cachada Academy. Academy. Ouais. Et c'est vraiment du contenu très 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 intéressant. On vous mettra l'Instagram, C'est comme ça gentil. vous pourrez regarder. C'est transparent. Transparent. Donc aujourd'hui, chaque 2 semaines, Bruno montre tous ses chiffres qu'il fait justement avec l'un de ses portefeuilles. Je dis bien l'un de ses portefeuilles parce qu'il y en a plusieurs. L'un de ses portefeuilles. Et il les montre vraiment en direct. Donc c'est très très important d'être transparent, surtout sur de l'investissement et avec tout ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais. On vend pas du rêve. C'est pour ça que j'ai décidé de vraiment être totalement transparent. Il y a des personnes qui peuvent peut-être trouver ça un petit peu Prétentieux. arrogant, prétentieux, Mhm, ou d'autres qui me disent Bruno, t'es fou de montrer ça, mhm, etc. Moi, je pars du principe que j'ai rien à cacher. mhm. J'ai rien à cacher. Pour moi, l'argent, c'est pas tabou. Bien Pour moi, sûr. l'argent, c'est pas tabou. J'ai toujours eu une mentalité un peu des States. Mais Mhm. en France, c'est compliqué. C'est Et c'est compliqué, ouais. c'est compliqué d'en parler. Moi, j'ai vraiment envie de casser ces codes-là. Il faut pouvoir parler d'argent. Si je suis à l'aise avec ça, c'est peut-être parce que voilà, dans mon enfance, j'en ai toujours manqué, etc. Et puis, j'ai toujours couru derrière ça et j'ai pas honte de le dire. Mhm. Voilà, le monde aujourd'hui est, est fait autour de ça. C'est Donc, ça. si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas accès à toutes ces choses qui sont nécessaires, qui sont vitales. Donc, il ne faut pas avoir honte Mhm. de vouloir faire de l'argent. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que toutes les 2 semaines, je montre mon portefeuille crypto-monnaie pour que tout le monde puisse suivre son évolution. Et puis à côté de ça, j'aborde voilà, bourse, immobilier, crowdfunding, private equity, toutes les choses sur lesquelles moi-même j'investis. C'est ça Mhm. qui, voilà, je pense rassure aussi mon audience, Oui. c'est que je parle pas de choses Que tu ne fais pas, que quoi. je ne fais pas. Mhm. Ouais, ouais. Bien sûr. Par rapport justement à ton portefeuille de crypto, parce que bah, moi je suis du coup depuis septembre, hein, depuis que tu as lancé la Cachada Academy, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé justement dans la crypto-monnaie, Mhm. avec combien tu as commencé et à combien tu es aujourd'hui et quelles prévisions, parce que je sais que tu fais aussi des prévisions, Mm. quelles prévisions tu prévois justement pour la suite? Alors, la crypto-monnaie, je me suis lancé dans le dernier cycle. Donc, le cycle juste d'avant celui qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, finalement, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2019-2020. À l'époque, j'ai investi quelque chose comme 3 000 à 4 000 euros. Mhm. Et puis, comme tout le monde qui se lance, je me suis fait ramasser. Ok. Le cycle, il m'a fait... Je me permets de te couper. ouais. Qu'est-ce qu'un cycle? Parce que Alors, faut pour ces savoir qu'en personnes, voilà, les personnes crypto-monnaie, qui ne connaissent pas. tous les 4 ans, on a ce qu'on appelle un halving. Ok. On a ce qu'on appelle un halving et très souvent, suite à cet halving, il y a un bull run. Donc un halving, pour faire rapidement, c'est, tu sais, on a un nombre limité de Bitcoin. Mhm. Le Bitcoin, il se mine. Prenez des C'est-à-dire notes, hein, là ça devient très technique. le Bitcoin, il se mine et les mineurs, du coup, tous les 4 ans, le nombre de Bitcoin minables diminue, en fait, si tu Ok. veux. Mhm. D'accord? Donc, tous les 4 ans, tu as de moins en moins de Bitcoin que tu es en capacité de pouvoir miner. Mhm. Donc, forcément, sa rareté, il se fait de plus en plus rare, si Mhm. tu veux. Donc, tous les 4 ans, il y a de moins en moins de Bitcoin qui est minable. Donc, c'est de plus en plus rare. Et ça fait en sorte que le marché évolue à la hausse. Ok. Ok? Donc, le dernier cycle, je suis rentré un petit peu comme tout le monde lorsque vraiment tout le monde en parle à la télé. Tu sais, mais quand ça en parle à la télé, c'est qu'en C'est règle que c'est générale, déjà trop tard. c'est déjà trop tard. Donc, je suis rentré, j'ai subi une baisse. J'étais pas prêt mentalement à avoir cette baisse. Et comme beaucoup de personnes, j'ai revendu à perte. Ok. Ça m'a servi de leçon. Et puis, j'ai vraiment, au lieu de lâcher l'affaire, comme beaucoup L'ont fait, ouais. sur le cycle précédent, là, j'ai des amis qui veulent même plus du tout entendre parler de crypto-monnaie. C'est dommage parce que il faut se servir de ça comme leçon plutôt que de dire je tourne la page et Mhm. puis c'est pas pour moi. C'est juste que forcément, lorsque tu te lances dans quelque chose, si tu n'es pas formé en amont,
bah, tu peux en subir les conséquences. Donc Mhm. c'est clairement ce qui m'est arrivé. Après, très honnêtement, j'avais pas mis des 1000 et des cents. Comme je t'ai Mhm. dit, j'avais commencé avec 3 4 000. Donc j'ai passé ensuite ces 4 ans à vraiment Ok. étudier le marché crypto-monnaie. Et donc après le bull market, il y a ce qu'on appelle un bear market. Donc une fois que le halving est passé, on a en règle générale un bull market où les crypto-monnaies explosent. Et ensuite de ça, tu as un bear market où ça chute brutalement avant le prochain cycle. Et après m'être formé, etc., j'ai réinvesti donc, pour prévoir ce cycle-là qu'on est en train de vivre actuellement Ok. en 2022. Donc en 2022, j'ai commencé à remettre des sous-sous là-dedans. Sur tes portefeuilles. Ouais. Tu commences avec combien du coup quand tu commences à remettre là en 2022? Alors, je pense qu'en 2022, au début, à chaque fois que je pose, c'est par 5. Je pose Ok. 5 000. Je pose 5 000. J'ai mis au total, parce que c'est compliqué de te dire quand est-ce que je l'ai fait, mais Oui, au total, je comptabilise en investissement de ma poche 25 000. 25 000, Ouais, ok. 25 000 euros sur tous mes portefeuilles confondus. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, en termes de valorisation, tes portefeuilles ont Là, été valorisés à combien? actuellement, on est déjà à 85 000. Ok. On est à 85 000 et il faut savoir que on est vraiment aux prémices. Ok. C'est-à-dire que, bon, bah là, Trump vient d'être élu au moment où on tourne Mhm. cette vidéo. Mhm. Ça a eu un impact positif sur les marchés crypto et on peut clairement dire que ça a lancé le bull run. Et moi, je m'attends à ce que premier trimestre 2025, on vive vraiment cette phase parabolique, cette explosion Mhm. des crypto-monnaies. Donc avoir, on va dire déjà une somme comme celle-ci avant que cela se passe, ça prévoit que du bon. Donc la fin du premier trimestre, on se donne rendez-vous à peu près en mars 2025 et C'est on ça, pense que c'est voilà, ça. les prévisions Mars-avril 2025, pour seront très moi, bonnes. voilà, il y a possibilité qu'on soit au top, Ok. qu'on soit au top du bull run. Ok. 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 Bon, c'est très compliqué à prédire, hein, Bien sûr. mais moi, je m'appuie sur les cycles précédents, Mhm. sur voilà, les études que j'ai faites en crypto durant toutes ces dernières années, et ces prévisions me semblent plus qu'atteignables. Ok. Aujourd'hui, je te pose la question. Donc là, on n'a pas encore terminé le quatrième trimestre 2024. Mhm. Est-ce que c'est trop tard pour intégrer justement ce cycle qui devrait normalement exploser fin du premier trimestre 2025? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il fallait rentrer un peu plus tôt? Alors, évidemment que je te dirais le plus tôt, c'est le mieux. Mhm. Donc, toutes les personnes qui ont investi là, il y a quelques mois, même en 2022-2023, elles sont déjà en bénéfice. Mhm. Comme tu peux le voir, je suis voilà, passé de 25 000 à 83 000 sans avoir vécu cette phase parabolique. Mhm. Donc, évidemment, si tu as investi avant, c'est mieux. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il est trop tard pour investir? Non, je ne pense pas. Par contre, il faut pas tarder. Oui, Ouais, il faut pas voilà. tarder. Il faut pas Ok. tarder. Et surtout, il faut pas y aller quand justement tout le monde, tout le On monde, commence tout à le en monde en parler. parle. C'est qu'en règle générale, c'est là où il faut sortir Oui. justement du Mhm. marché. Parce que sinon, la chute peut être terrible. C'est ça. Et si tu n'es pas préparé mentalement, en fait, faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des corrections. C'est-à-dire que même en bull run, il y a des corrections. Des corrections, c'est quoi? C'est lorsque ça monte de manière trop parabolique, Mhm. justement, de manière trop verticale. Il y a forcément des personnes qui prennent des profits, c'est-à-dire qui vendent. Et lorsque tu vends, que tu prends des profits, forcément, ça Ça baisse. redescend. Et lorsque tu n'es pas préparé à voir ça Mhm. mentalement, très souvent, tu revends à perte. Mhm. Alors qu'en réalité, Ça si va tu as remonter, misé quoi. sur voilà, les bons chevaux, ça va repartir. Mhm. Ça va repartir. Donc, non, il n'est pas trop tard pour investir, bien au contraire. Mais je pense qu'il faudrait le faire maintenant ou à la prochaine, on va dire, chute. Mais pour moi, la prochaine chute, elle va avoir lieu peut-être en décembre, janvier. Et cette chute va entraîner une baisse avec les prix actuels. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, en réalité, là, tout de suite, c'est le bon moment. C'est le bon C'est le moment. bon moment, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite soit investir dans de la bourse ou dans de la crypto, ou une personne qui voudrait se lancer?
Franchement, la première chose, c'est vraiment de se former. Mhm. C'est vraiment de se former, c'est primordial, que ce soit en bourse ou en crypto. C'est deux investissements qui nécessitent une formation. Mhm. C'est pourquoi, avec la Kashada Academy, je mets un point d'honneur à vraiment faire une formation puissante qui va permettre à n'importe quel débutant de vraiment pouvoir investir en bourse et en crypto-monnaie de manière totalement sereine. Mhm. Donc cette formation, je t'en ai déjà parlé en off, mais elle est en cours. J'ai pour but de la sortir début 2025. Mhm. Début 2025. C'est une formation voilà, qui est faite pour toute personne qui souhaite investir en bourse et en crypto-monnaie afin qu'elle puisse être formée et prête à ce marché qui est très volatile. Ok. Voilà. Donc vous l'avez entendu, formation début 2025. Nous, on vous partagera donc tous les réseaux sociaux de Bruno et vous pourrez du coup le suivre et suivre justement l'avancement de tous ces business et de tout ce qu'il propose. Merci beaucoup Bruno. Bah, merci à toi pour C'était ton, très pour ton très, temps. très éducatif. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre et à le suivre aussi directement sur Agency Partner, sur Instagram, Bruno Kashada, Kashada Academy, la ouais, c'est Kashada ça. Academy directement. Merci beaucoup et à Merci à bientôt. toi, à bientôt. Ciao Bambino. Ciao Bambino.